Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu la diversité des milieux aquatiques, donc leur biodiversité également, et puis leur place dans les cycles de l'eau. Donc on est 2 intervenants, on va alterner l'un l'autre régulièrement sur les sujets. Et c'est donc la 3e session après nous sommes déjà allés dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor, mais sans doute vous ne pouviez pas venir à ce moment-là. Donc l'OFB, un petit rappel succinct, parce qu'on ne va pas faire l'historique, on a vu que ça pourrait être un peu compliqué. L'OFB en Bretagne, il y a une petite plaquette avec un lien, donc vous pourrez aller voir, mais il y a quand même plusieurs sites d'implantation qu'il est important de noter. Alors, ces sites d'implantation sont essentiellement la direction régionale qui est basée à Cesson, Sévigné, à Rennes, et puis les services départementaux que vous connaissez souvent beaucoup mieux localement et qui sont basés dans chaque département. Il y a aussi le parc naturel marin d'Iroise qui fait partie de l'OFB, une antenne de recherche proche du Muséum d'histoire naturelle qui est à Dinard, et puis quelques autres implantations avec des agents. On est 110 agents en tout sur la Bretagne. Il y a aussi l'antenne de façade qui s'occupe des sites Natura 2000 en mer, etc. Donc il y a 4 grosses missions à l'OFB. La connaissance. Donc le but, c'est d'acquérir de l'expertise pour appuyer notamment tout ce qui est autour des espèces, des milieux, des usages, affiner nos capacités d'expertise. Ensuite, la mission, on va dire le cœur de mission de l'OFB, ça reste la police de l'environnement et aussi maintenant la police sanitaire de la faune sauvage. Donc, Michael exerce une partie de ses missions sur ce domaine-là de police. Et puis, il y a une 3e gros volet qui est l'appui à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, c'est à ce titre-là un peu qu'on est là aujourd'hui. L'appui aux acteurs aussi et la mobilisation de la société. Donc, ça peut aller jusqu'à des actions de sensibilisation, les aires éducatives, aires marines éducatives, aires terrestres éducatives, atlas de biodiversité communale. Donc, peut-être des choses dont vous avez entendu parler. Et puis plus ponctuellement, il y a certains sites de réserves naturelles de chasse et de faune sauvage qui sont gérés par l'OFB directement, mais très peu en réalité. Donc c'est une mission plus marginale. Aujourd'hui, on va séparer en 2 grandes parties ce matin. Le déroulé de l'intervention, alors il y aura la première partie sur les écosystèmes aquatiques, les définitions. Une photographie de l'état de ces écosystèmes et des pressions qu'ils peuvent subir. On fera une pause pour décanter et discuter et échanger, c'est l'occasion aussi. On est là pour ça. Et puis un petit quiz et on va passer sur les solutions, comment agir en partie 4. Avant de conclure et de passer au moment du repas. Et donc l'intervention de Romain Dussage et Leisol Laïta interviendra dans la partie comment agir. Je passe la parole à Michael. Donc c'est parti. Donc on va faire un point sur les connaissances sur les écosystèmes aquatiques. S'il y a des questions de compréhension ou des points qui ne sont pas clairs, il ne faudra pas hésiter à intervenir en direct pour que se précise, et les questions plus d'ouverture, on les prendra dans un second temps. Donc certains en ont parlé tout à l'heure dans la présentation, mais c'est vrai que le premier point qui est important de bien définir, c'est qu'est-ce qu'on appelle le grand et le petit cycle de l'eau. Quand on parle de grand cycle de l'eau, c'est le cycle naturel qui permet vraiment ce qu'on apprenait déjà il y a plus ou moins longtemps au primaire, au collège et au lycée, c'est le phénomène d'évaporation des masses d'eau à l'échelle des océans et des mers, et on reprend le tapis roulant qui remonte sur les territoires, les précipitations qui retombent, qui ruissellent, qui s'infiltrent, qui alimentent tous les écosystèmes de surface, les cours d'eau, les zones humides, les mares, qui descendent dans les nappes profondes et qui prend des décennies, des centaines, voire des milliers d'années à revenir vers l'aval selon par là où ça circule. Donc ça, c'est vraiment un cycle naturel qui se fait sur tous les bassins versants qu'on connaît. Et greffé à ce cycle naturel, c'est le cycle qui concerne directement souvent les collectivités. C'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau.
Donc là, on parle de prélèvement, de traitement de l'eau, d'utilisation, de tout ce qui est problématique d'assainissement que vous avez pu soulever tout à l'heure, et tout ce qui est restitution également. Donc c'est 2 cycles qui sont relativement interdépendants, parce que si le grand cycle de l'eau déjà se passe très bien, on aura moins de soucis sur le petit cycle de l'eau. Quand déjà on a des problématiques sur le grand cycle de l'eau en termes de quantité ou de qualité, on peut être amené à avoir des problématiques qui vont être plus récurrentes sur le petit cycle de l'eau. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au niveau de la Bretagne, on a des particularités en termes de géologie, de relief et de pluviométrie qui font qu'on a un linéaire de cours d'eau qui est extrêmement dense en Bretagne. Donc quand on regarde dans le cadre de la cartographie des cours d'eau, il y a, à partir des inventaires issus des DDTM, il y a un calcul qui a été fait sur le linéaire des cours d'eau en Bretagne. Par exemple, là, on voit qu'on est à 11 418 km de cours d'eau dans le Morbihan. On est à 12 606 dans les Côtes d'Armor, à 9 298 en Ille-et-Vilaine et à 9 160 dans le Finistère. Donc il faut retenir qu'on a presque 10 000 km de cours d'eau dans les départements bretons. Donc c'est vrai que ça fait une très forte densité, vu qu'on a un sol qui ruisselle fortement. A l'inverse, dans des départements beaucoup plus calcaires, on voit qu'on a beaucoup moins de cours d'eau parce que l'eau s'infiltre très fortement et la faiblesse du ruissellement fait qu'on a moins de ruissellement. Et ce qui fait que par rapport à ces usages, en fait, ça va représenter une grosse partie de la ressource disponible. Et il faut savoir que 291 millions de mètres cubes d'eau qui sont prélevés par an en Bretagne, il y a les 3/4 qui sont faits dans les eaux superficielles. Donc en fait, on a vraiment une importance d'arriver à maintenir des eaux de surface en bon état. Sinon, on va avoir des problématiques de plus en plus récurrentes au niveau des prélèvements et aussi de toutes les activités économiques qui en découlent, que ce soit l'industrie, l'irrigation, les canaux, le tourisme, etc., etc. Ça va renforcer les problématiques. Donc toute cette eau qui coule, en fait, on a un fonctionnement qui est régi au sein de chaque bassin versant. Un bassin versant, pour ceux qui connaissent moins la notion, c'est vraiment une sorte de grande baignoire. Ça, je parle du bassin versant hydrographique. Ça veut dire que les gouttes d'eau qui tombent du côté là du bassin versant, en fait, elles vont s'écouler dans le fond de la baignoire. Donc un bassin versant, il y a 2 notions qu'il faut retenir. C'est qu'il est délimité par ces lignes de crête. Donc c'est les lignes qu'on a ici en pointillé, qu'on appelle également les lignes de partage des eaux, selon les territoires. Et un bassin versant, on le définit à partir de sa sortie, donc un exutoire. Donc c'est pour ça que dans certains territoires, vous voyez, si vous êtes par exemple sur le bassin versant du Scorff, donc si vous allez tout en aval du Scorff, vous prenez le point d'exutoire, ça va vous tracer tout le bassin versant du Scorff. Par contre, si vous prenez une toute petite rivière qui est à l'amont du Scorff, vous la prenez à 2 km des sources, vous pouvez définir son point d'exutoire et vous allez créer ce qu'on appelle un sous-bassin versant. Donc en fait, les bassins versants, c'est vraiment une notion de poupée russe. On peut les emboîter à l'échelle pas indéfinie, mais quand on parle du bassin Loire-Bretagne, on va réduire petit à petit pour avoir des bassins hydrographiques relativement cohérents. Et c'est aussi la zone d'application du SAGE, c'est la notion de bassin versant qui est souvent retenue pour la définition des différents SAGE. Et sur ces bassins versants, on voit qu'il y a un terme qui est relativement proche qu'on appelle la tête de bassin versant. Donc la tête de bassin versant, c'est l'extrémité amont du réseau de cours d'eau. Et à l'échelle nationale, de manière pragmatique, les différents scientifiques et gestionnaires ont acté le fait que on entendait par tête de bassin versant les bassins versants, donc notion de surface, des cours d'eau de rang de Strahler 1 et 2. Donc là, vous allez me dire, il est bien gentil l'intervenant là, mais les rangs de Strahler, j'ai pas forcément vu ça. En fait, Strahler, c'est un hydraulicien. En 1952, il a essayé de construire une classification pour organiser le réseau hydrographique. Donc il a doté le réseau hydrographique de cours d'eau et le système est assez simple. Quand on part de la source jusqu'à la première confluence, on a un cours d'eau de rang de Strahler 1. Et pour avoir un cours d'eau de numéro supérieur, il faut que 2 cours d'eau de même rang se rencontrent. Donc un rang 1 et un rang 1, ça donne un rang 2. Et pour passer à un rang 3, il faudra la rencontre d'un cours d'eau de rang 2 avec un cours d'eau de rang 2. Et ainsi de suite, ça va permettre de strahleriser l'ensemble du réseau de cours d'eau. Donc pourquoi on fait ça ? Ça permet de comparer, pas des choux et des patates, on va pouvoir comparer des cours d'eau qui ont des fonctionnements relativement similaires. Comme ça, si on dit on a une problématique sur un cours d'eau de rang 2, directement la personne que vous avez au téléphone, elle dit « Ah oui, je visualise à peu près la taille que ça a, la forme que ça a, les espèces qu'on devrait avoir sur ce type de cours d'eau. » C'est vraiment un système assez pratique. Et la question qu'on peut souvent se poser, c'est
quel pourcentage ça représente les cours d'eau en tête de bassin par rapport au linéaire total de cours d'eau d'un territoire donné. À votre avis, ces cours d'eau de rang 1 et 2, donc ces tout petits cours d'eau là, combien ça représente en pourcentage du linéaire cumulé sur vos départements? Essayez des chiffres, il n'y aura pas d'erreur. 2 tiers à ma droite, 60%, 80%. Donc heureusement que je n'ai pas fait des paris parce que vous avez tous plutôt les bonnes réponses. En fait, les cours d'eau en tête de bassin, ça représente environ de 70 à 85% de la longueur totale du réseau hydrographique. Donc là, quand on entend ça, on se dit waouh, c'est vrai que c'est important. Et là où on s'interroge aussi, c'est que dans le cadre de vos différentes responsabilités en tant qu'élu, vous avez pu entendre dans les décennies qui ont passé un certain nombre d'acteurs qui pouvaient dire non mais c'est des tout petits cours d'eau, on va pas forcément mettre d'action dessus. En fait, quand on regarde ce que ça représente, on dit attends, ils sont peut-être petits, ils sont peut-être pas très jolis, mais en attendant, c'est peut-être eux qui font la grosse partie du travail. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faudra bien retenir. Et sachant que si on prend les rangs 1 tout seul, donc les rangs 1, c'est vraiment de la source jusqu'à la première confluence, c'est environ 40% du linéaire total. Donc ça correspond au linéaire de capillaires sanguins qui permettent actuellement à mon organisme de vous communiquer, de tenir debout. Si on n'avait pas les capillaires, même si on ne les voit pas, en fait, je serais certainement allongé par terre assez rapidement. Et pourquoi on a autant de petits réseaux par rapport aux grands réseaux? C'est la question qui se pose aussi. Ça, c'est du fait de l'organisation fractale des réseaux naturels. Quand on regarde... Quand on zoome sur une feuille, on va se rendre compte qu'il y a plein de petits réseaux qu'on voit dans les nervures. Quand on zoome au pif sur Google Earth, sur un département type que l'Ouganda, vous verrez que vous avez beaucoup plus de petits WED que de cours d'eau principal. Quand on regarde un organe humain, on voit qu'on a beaucoup plus de petits capillaires, petits vaisseaux que de grandes veines et de grandes artères. Pareil au niveau de l'arborescence d'un arbre. Pareil si vous allez sur la côte nord ou la côte sud, quand l'eau se retire sur une plage de sable fin, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de petits chenaux qui se créent que de gros. Et de la même manière, ceux qui ont déjà été amenés à travailler sur la voirie se rendront vite fait compte que pour faire fonctionner un territoire, il y a beaucoup plus de petites routes communales que de départementales et que d'autoroutes. Et ce qu'ont vu les chercheurs quand ils ont commencé à se questionner sur cette problématique, ils se sont questionnés, si on s'amusait à mettre des petits compteurs d'eau à la sortie de tous les petits cours d'eau de rang 1 et 2, est-ce que ça contribue à beaucoup d'eau? Parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup, mais ils sont tout petits, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, peut-être qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et en fait, il y a une équipe de chercheurs qui s'appelle Alexander et al. En 2007. Aux États-Unis, ils ont fait une modélisation pour essayer de voir, en gros, qu'est-ce qui sort en débit cumulé des rangs 1 et 2. Et ils se sont rendus compte que 50 à 70% de l'alimentation en eau totale des cours d'eau d'ordre supérieur de rang 3 à 7 provenait directement des têtes de bassin versant. Autrement dire, la qualité et les caractéristiques physico-chimiques ainsi que l'aspect quantitatif se déterminent vraiment sur les têtes de bassin versant. C'est à tel point que les scientifiques disent maintenant que si on a des têtes de bassin très dégradées, c'est extrêmement difficile de revenir à un bon fonctionnement des eaux en aval si dès les zones de source on a des impacts et une mauvaise qualité de l'eau ou des problématiques quantitatives. C'est pour ça que dans les conclusions de cette étude, Alexander attestait que ça conditionnait quantitativement les ressources en eau de l'aval, et c'est pour ça qu'il y a notamment le SDAGE Loire-Bretagne qui parle de capital hydrologique quand il parle de ces zones en tête de bassin versant. Et ça nous amène également sur la problématique de la définition du cours d'eau. Pendant longtemps, il n'y avait pas de définition du cours d'eau. Ça reposait sur une somme de jurisprudence qui était reprise dans le cadre de la circulaire du 2 mars 2005. Et plus récemment, il y a une loi qui est arrivée, la loi biodiversité, du 20 juillet 2016, avec un article. Il n'y a pas besoin de retenir la codification, ça ne servira pas forcément beaucoup. Mais ce qui est important, c'est surtout de retenir qu'est-ce qu'on entend comme cours d'eau. Un cours d'eau, c'est de l'eau courante dans un lit naturel à l'origine, qui est alimenté par une source, et qui a un écoulement suffisant la majeure partie de l'année. Attention à ne pas lire que la première ligne, il faut lire la seconde, l'écoulement peut ne pas être permanent. Donc ce qui fait qu'un cours d'eau intermittent, ça peut très bien être un cours d'eau au titre de la police de l'eau s'il répond aux 3 critères précédents, compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. La grosse problématique qu'on a sur nos territoires par rapport à la définition des cours d'eau, c'est la pelle mécanique qui a entraîné cette problématique de définition. C'est qu'en fait, quand on va avec n'importe qui, sauf vraiment des gens d'extrêmement mauvaise foi, mais quand on va sur un cours d'eau avec des méandres, des faciès, des variations de largeur, de la granulométrie, des poissons qui sautent sur le côté, des tritons, tout ça,
faut vraiment tomber sur la bonne personne qui nous dise c'est pas un cours d'eau. On en a déjà vu dans certains départements, mais c'était pas en Bretagne. Mais on a déjà vu ça frôle le talent, mais il faut savoir que ça existe. Donc ça, globalement, en Bretagne, on va dire que on n'a pas trop de problème de définition là-dessus. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de cours d'eau, donc les mêmes, qui ont été passés à la pelle mécanique de 20 tonnes entre les années 50 et les années 2020 dans certains secteurs, et où ils ont été approfondis, mis en ligne droite, rectifiés, curés, déplacés, mis en dehors de leur point bas, ce qui fait qu'on a utilisé les mêmes techniques pour traiter les cours d'eau et les fossés. Sauf que c'est des systèmes qui fonctionnent d'une manière totalement différente et qui rendent des services gratuits pour la collectivité de manière totalement différente. C'est pour ça que la loi sur l'eau notamment, elle va protéger fortement les cours d'eau au titre de la police de l'eau. Et la protection des fossés, c'est vraiment très très faible. Il faut vraiment faire une pollution lourde sur un fossé ou totalement approfondir un fossé pour que les services de la police de l'eau interviennent. Sinon, l'attention va surtout être portée sur ce qui est cours d'eau. Donc retenez la deuxième partie en plus de la définition, c'est qu'un cours d'eau, il peut être, quand on parle de cours d'eau naturel à l'origine, ça c'est un cours d'eau naturel à l'origine. Ça veut dire que avant de passer la pelle mécanique, c'était bien un cours d'eau qui était un cours d'eau en tant que tel. Parce que des fois, les gens nous disent non, moi c'est un fossé parce que c'est moi qui ai passé la pelle dedans. Et puis il dit, vous avez passé la pelle dedans quand ? Il me dit, en 1960, et avant il n'y avait rien. Donc il dit, c'est bizarre, en 1954, sur les photographies aériennes anciennes, on voit qu'il y a un petit lit qui sinue. Et je pense pas qu'à l'époque, à la binette, nos aïeux s'embêtaient à tracer des fossés qui tournaient dans le fond de la vallée. Et là, la personne convient, effectivement, il y avait peut-être bien quelque chose, on a peut-être oublié avec les années qu'on passait. Et autre petit point important, quand on parle d'un cours d'eau, un cours d'eau c'est un lit mineur. Donc le lit mineur c'est là où c'est en fait l'espace d'ici à ici avant le débordement dans la plaine d'inondation. Donc en gros souvent quand vous voyez un cours d'eau, vous voyez qu'en haute berge on arrive dans ce qu'on appelle le lit majeur. Ça c'est la séparation lit mineur, lit majeur. Le lit majeur il va être beaucoup plus long. Il va faire 10, 20, 30, 40, 50 mètres, alors que le lit mineur, c'est l'espace qui va faire de 1, 3, 4 mètres de large sur les petits cours d'eau, où l'eau va être contenue une grosse partie de l'année. Et ce qui est embêtant, c'est qu'avec les travaux hydrauliques, il y a beaucoup d'acteurs qui ont oublié que des cours d'eau avaient un lit majeur. Donc en fait, un lit majeur, c'est essentiel au fonctionnement des cours d'eau, ça permet leur bon fonctionnement, et le lit majeur, c'est la zone qui est naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centenale si celle-ci est supérieure. Donc c'est un espace qui peut être mobilisable lors de la crue centenale. Après, il y a des enjeux de sécurité des biens et des personnes, et par rapport aux constructions anciennes des villes, c'est logique qu'on ne peut pas avoir ce système-là pourtant, partout. Mais là où c'est problématique, c'est quand on va sur des périodes de crue avec des pressions de crue très importantes, quand on va dans des zones en amont ou sur des petits cours d'eau de rang 1 en zone de prairie, en zone de forêt ou en zone agricole, quand il n'y a pas une goutte d'eau qui sort sur les parcelles, et qu'en aval, là où on a des enjeux de sécurité des biens et des personnes, là ça dérouille sur les ponts, sur des fois les hôpitaux, sur les écoles, sur les habitations. Là, il faut en tant que collectivité se poser la question, où c'est qu'on met l'enjeu quoi. Est-ce qu'on amplifie les débordements plutôt sur les zones amont pour retrouver un fonctionnement plus naturel, ou est-ce qu'avec un changement climatique qui arrive, on continue à laisser le risque arriver sur des zones où on va avoir des problématiques de sécurité des biens et des personnes qui vont être profondes dans les années qui viennent, selon les bassins où on se situe. Et il faut savoir le fonctionnement d'un réseau hydrographique, c'est un fonctionnement en 4 dimensions. Il y a une dynamique de l'amont en aval. Les cours d'eau ne fonctionnent pas de la même manière des zones de source jusqu'aux zones estuariennes. Au niveau latéral, les cours d'eau, comme on a vu, ils ont besoin de leur lit majeur. Qu'est-ce qu'il y a dans les lits majeurs ? Il y a les zones humides, il y a les annexes hydrauliques, il y a les mares. Et qu'est-ce qu'il y a sous un lit majeur ? C'est les nappes. Si un cours d'eau déborde plus dans le lit majeur, on va priver déjà une grosse partie d'alimentation des nappes. Parce que souvent, quand on voit l'eau qui déborde, on se dit « Ah oui, l'eau a débordé ». Et après, on voit petit à petit, elle descend. Et en fait, on se dit « Mais où c'est qu'elle part toute cette eau ?» En fait, elle recherche directement toutes les ressources en eau de nos sols. Et c'est ça nos nappes en fait. Donc il y a vraiment un intérêt à permettre quand c'est possible d'avoir des débordements dans les lits majeurs, parce que c'est une excellente façon de recharger naturellement les nappes. Et ça peut être beaucoup plus pragmatique et beaucoup moins complexe que d'essayer de créer des retenues qui vont occasionner plein de problématiques, notamment de température, de répartition de la ressource. Et on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais ça peut être problématique. Donc il y a la dimension verticale qu'on vient d'illustrer, et la problématique temporelle. En fait, les cours d'eau, les zones humides, tous les milieux aquatiques terrestres, en fait,
c'est un peu les 4 saisons. Ils fonctionnent totalement différemment en hiver, au printemps, à l'automne, à l'été, et selon les années, c'est totalement différent. Donc en fait, les cours d'eau, c'est une sorte de grande machine qui va réussir à s'adapter à des ajustements naturels. Quand on rajoute des pressions humaines, ça devient plus compliqué, et avec le changement climatique, ça peut se dégrader encore un peu plus. Par exemple, au niveau du transport des sédiments, la dynamique amont-aval, c'est que les cours d'eau, c'est des usines qui sont payées gratuitement pour concasser de la matière. Quand on va sur les monts d'Arrée, si vous faites une randonnée sur les monts d'Arrée, on arrive, il y en a peut-être qui sont au taquet sur les hauteurs précises du mont d'Arrée, mais on doit être à 370-380 mètres en point culminant. Ok, donc personne ne va me démentir, mais on fera des précisions si besoin. Mais on va dire que c'est à peu près ça. Mais il faut se dire que si on remontait, si on pouvait repartir en groupe dans un bus temporel qui nous amène plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années en arrière, on verrait que les monts d'Arrée étaient beaucoup plus hauts en fait. Et en fait, les montagnes et toutes les zones de relief, même des zones de butte, si vous êtes sur une commune avec qu'un point culminant à 50 mètres, en fait, il y a un système d'érosion qui se passe naturellement en fait. Les zones amont s'érodent sous l'effet des pluies, sous l'effet des cours d'eau qui concentrent les pluies et qui entaillent les vallées. Et en fait, ils vont éroder des blocs, des cailloux. C'est pour ça que quand on va sur des zones de source ou quand on va sur des zones où il y a beaucoup de relief, on voit qu'on a beaucoup de blocs dans les cours d'eau. Des blocs, des galets, des cahots, c'est vraiment très marqué. Quand on descend sur des cours d'eau beaucoup plus larges qui commencent à méandrer, on va voir que ça s'affine. On va encore trouver des graviers fins, des graviers grossiers, du sable grossier, du sable fin. Et quand on va dans les zones estuariennes, là on arrive sur des zones de dépôt. Et en fait, ces zones de dépôt, c'est du sable, du limon, de l'argile. On a des vasières qui se créent. Et en fait, tout ça, c'est une usine vraiment de concassage qui va générer des conditions d'habitat et des conditions physico-chimiques différentes pour les processus de qualité d'eau et pour la vie. Parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes espèces qui vivent dans du sable que dans des substrats caillouteux. Et il y a un scientifique qui s'appelle Vannotte. En 1980, il a créé un concept qui s'appelle le River Continuum Concept. C'était une explication comme quoi il y avait un étagement des espèces de l'amont en aval des bassins versants. Donc si vous allez voir un forestier, il va vous expliquer la biodiversité du haut des arbres jusqu'au sol. Il va vous dire, voilà, il y a telle espèce d'oiseau, après il y a les écureuils qui montent, et qu'est-ce qui se passe dans le sol avec les champignons, et au niveau des racines profondes, ainsi de suite. Nous, en tant que plutôt spécialistes du fonctionnement des milieux aquatiques, pour les cours d'eau, on a un fonctionnement amont-aval qui est très marqué. Ici, on est dans un climat tempéré. Les cours d'eau en tête de bassin versant, normalement, c'est des écosystèmes qui sont basés sur la dégradation de la matière organique. Matière organique naturelle, ça c'est un point extrêmement important. Les cours d'eau ne sont pas du tout faits pour dégrader des matières organiques qui viennent des activités humaines, ils sont faits pour dégrader des matières organiques qui viennent de la nature. Et qu'est-ce que c'est les matières organiques qui viennent de la nature ? C'est des feuilles mortes et des branches essentiellement. Parce que normalement en climat tempéré, les têtes de bassin elles seraient censées être fortement boisées en fait. Si on la laisse évoluer, la tête de bassin, naturellement, en bordure de la tête de bassin, ça se boise. Donc c'est naturel d'avoir des espèces boisées. Quand c'est du saule, de l'aulne, du chêne, du frêne, tout ça, c'est vraiment des espèces classiques qu'on va trouver en bordure de cours d'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en climat tempéré, les arbres, à l'automne, il se passe un phénomène assez intéressant, c'est qu'on voit qu'ils changent de couleur au niveau des feuilles. Et souvent, on se dit, on voit que c'est en train d'arriver, là, les feuilles changent de couleur. Et en fait, par exemple, un chêne, il va peut-être rester 200 ans sur pied avant d'être emporté par une tempête ou par un bûcheron un peu aguerri. En fait, le chêne, il est assez malin. Il reste 200 ans sur place et il ne se déplace pas. Donc, il ne va pas se dire, je vais enlever tous mes minéraux, je vais enlever les nutriments. Donc, avant de faire tomber les feuilles, il va récupérer tous les matériaux intéressants pour sa croissance et pour son développement. Donc, tous les minéraux, les nutriments, il les garde dans son arbre. Et tous les déchets, il les injecte dans les feuilles. Donc, ça lui fait des petits sacs poubelles pratiques. Il ferme le sachet et là, bim, les feuilles, elles tombent. Elles tombent et dedans, c'est pour ça que des feuilles... C'est riche en lignine, en cellulose. Même si un coup vous êtes perdu en pleine forêt, c'est les trucs impossibles à manger. Nous, en espèce humaine, on ne le supporte pas. Et même les insectes qui sont dans le fond des rivières, ils n'arrivent pas à supporter de manger ça. Ce qui se passe, c'est qu'en moins de 24 heures, quand les feuilles tombent dans une rivière, il y a une équipe de choc qui est spécialisée dans la dégradation de la matière organique, composée de champignons, c'est des hypomycètes aquatiques, de bactéries, qui vont dégrader jusqu'à 50% de la masse foliaire. Et là, on voit qu'avant, on avait
On va dire que quand on n'a que des feuilles dans de l'eau, ça correspond à un plat de pâtes. On ne va pas dans un restaurant pour un plat de pâtes. Donc, ce qui fait que les champignons, en dégradant les feuilles mortes, ils vont injecter des substances qui vont rendre les feuilles appétantes pour les insectes aquatiques. Donc là, on a le plat de pâtes qui vient de se transformer en pâte carbonara. Et là, tous les invertébrés vont arriver dessus. Et en fait, c'est pour ça que sur les zones de source, on a plein d'invertébrés déchiqueteurs, détritivores, et qui ont des pièces buccales pour brouiller, décomposer. Donc eux, leur travail, c'est de découper les feuilles. Ils les découpent, ils les concassent. C'est pour ça qu'on voit que d'amont en aval, la proportion de décomposeurs, elle diminue progressivement. Et qu'est-ce qu'on voit qui augmente? C'est les collecteurs. Ils vont récupérer le travail qui est fait sur les zones en amont. Et les scientifiques parlent d'usines à dégrader la matière organique naturelle qui permettent de transformer 95% de la matière organique brute en matière organique particulière fine et dissoute. Et pour ceux qui sont pas loin de zones côtières, vous l'avez cité tout à l'heure avec des enjeux ostréicoles, le fait d'avoir des têtes de bassin en bon état, c'est essentiel parce qu'on nourrit les collecteurs. Et les collecteurs, c'est qui? C'est les moules, c'est les huîtres, c'est les bigorneaux, c'est les coqs, c'est les praires, etc., etc. Et eux, ils vivent dans les sédiments fins, en fait. Donc tout le système est super bien organisé, en fait. L'usine cours d'eau, elle apporte à manger à tous nos collecteurs à l'aval, et en plus, elle leur transporte des sédiments fins où ils vont pouvoir tranquillement se poser dedans et se déplacer en fonction de l'aléa des marées. Et le système naturel est vraiment bien fait, et on aurait exactement le même système avec les poissons. Si on va de l'amont en aval d'un cours d'eau, on se rend compte qu'il y a différents gradients. Il y a un gradient positif. Plus on va vers l'aval, plus naturellement la température de l'eau elle augmente. Plus le débit il augmente, plus la largeur des cours d'eau elle augmente, plus la profondeur augmente, et plus le niveau d'enrichissement en éléments nutritifs augmente, c'est ce qu'on appelle l'atrophie. Et il y a un gradient négatif qu'on voit souvent, mais attention, on peut avoir des têtes de bassin qui sont également très peu pentues, mais en allant vers l'aval, on a tendance à avoir des cours d'eau qui sont moins pentus, ce qui fait que vu qu'il y a moins de pente, il y a moins de vitesse. Vu qu'il y a moins de vitesse, il y a plus de dépôt. Ce qui fait que le substrat a tendance à être de plus en plus fin également. Et vu qu'il y a moins de vitesse d'écoulement, l'eau est un peu plus chaude, ça va entraîner une diminution progressive de l'oxygène dissoute dans les cours d'eau. C'est pour ça qu'on est sur un territoire avec des enjeux salmonicoles assez forts. Donc les salmonidés, ils sont malins aussi. Ils se sont dit, moi pour vivre, il me faut de l'eau fraîche, il me faut de l'oxygène dissous en forte quantité, et j'aime bien me reproduire. Moi, je vais pas à l'hôtel, je vais vraiment dans des zones de cailloux, des petits radiers. Donc, ils ont besoin de remonter sur les zones de cailloux. Donc, c'est pour ça qu'ils vont cibler les zones en amont des bassins versants où il y a de l'eau fraîche, de l'eau avec une forte concentration en oxygène dissous, et où également il y a des bancs de cailloux où ils vont pouvoir frayer au mois de novembre, décembre. Ça dépend des années. Et ce qui fait que tout ça, ça va participer à la biodiversité aquatique parce qu'on a des espèces salmonicoles sur les têtes de bassin avec des truites, des chabots, des vairons, des lamproies de planaire. Et petit à petit, les espèces vont évoluer selon ce gradient. Donc c'est là où vous verrez le problème. Si on s'amuse à mettre un grand plan d'eau en barrage sur une tête de bassin, forcément, on va totalement modifier les espèces qui devraient être naturellement présentes. Et là, on a un impact à la biodiversité aquatique vu qu'on modifie totalement le fonctionnement de ces systèmes naturels. Ça nous amène à la problématique également des obstacles à la continuité et la biodiversité. Il faut savoir que la restauration de la continuité écologique s'inscrit dans l'objectif de limiter la fragmentation des habitats. Et une des 5 causes d'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale, c'est la destruction et la fragmentation des écosystèmes. Et pour le territoire breton, pour en avoir parlé à des spécialistes, même des pollutions diffuses, pour eux, c'est vraiment une des principales causes de la destruction de la biodiversité actuellement. C'est tout ce qui est destruction d'écosystèmes et également les problématiques de fragmentation. Et dans un contexte de changement climatique, il faut vraiment que les espèces puissent se déplacer. On a des fois un certain nombre d'acteurs qui nous disent non mais les barrages il y en a toujours eu, il faut les laisser, allez c'est pas si embêtant que ça. Moi je leur dis attendez, là vous avez marché à 1 km de votre voiture, vous vous êtes garé des fois, vous avez fait tout un trajet sur 60 km. Sur les cours d'eau français, on a à peu près sur les grands cours d'eau un ouvrage structurant tous les 4 à 5 km de cours d'eau. Et sur les tout petits cours d'eau, on a un ouvrage tous les 4 à 500 mètres. Je veux dire, si je vous mets des murs en parpaing de 2 mètres tous les 500 mètres, est-ce que vous arriverez bien à circuler? Et sachant que vous n'avez pas de capacité de saut, donc est-ce que vous arriverez à sauter au-dessus d'un mur en parpaing? Et la personne qui peut être plus ou moins jeune va nous dire bah non, je ne peux pas sauter par-dessus un mur en parpaing. Il faut savoir que quasiment la majorité des espèces piscicoles qui vivent sur les cours d'eau français ne sautent pas. Il y a très peu d'espèces qui sautent. Ce qui fait que dès qu'il y a des marches, soit on leur fait des escaliers, soit on enlève la marche, mais sinon ils ne vont pas passer. C'est mathématique. Et pourquoi c'est si important de restaurer la continuité écologique sur les cours d'eau? Parce que les déplacements pour les espèces aquatiques, ça se fait que
dans le cours d'eau en fait. Un poisson, il n'a pas la chance d'être un amphibien. Il peut pas se dire oh il y a un petit obstacle, c'est pas grave, j'oublie que j'ai des branchies, je vais 2 minutes sur le côté et je remonte après. Il peut pas faire. Et en plus avec ses nageoires, il serait embêté pour circuler en mode terrestre. Donc ça ils peuvent pas le faire. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en plus quand il y a un point de blocage, il peut pas être contourné. Donc ce qui fait que ça va condamner l'accès à tous les habitats qui sont situés de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment une des problématiques qu'on a avec les obstacles sur les cours d'eau. Et vraiment un point qui est important, c'est que quand on parle d'objectifs de préservation ou de la restauration de la biodiversité, ce qu'on vise, c'est vraiment le maintien ou le retour de peuplements qui colonisaient naturellement le bassin versant à un endroit donné du bassin versant. C'est pas d'avoir un nombre maximum d'espèces, sinon quand on a des espèces exotiques envahissantes, on peut avoir plein d'espèces données à un endroit donné. C'est vraiment la biodiversité, c'est de retrouver les espèces qui devraient être à l'endroit donné où elles sont. Donc quand on est sur des zones forestières, on doit retrouver des espèces forestières, cours d'eau, zones humides, et c'est ça qui fait la biodiversité globale qu'on a sur les cours d'eau. Et en fait, c'est vrai que quand on a des seuils et barrages, ça fait un obstacle physique, donc ça entraîne le ralentissement des écoulements en amont, ça sédimente, les sédiments se déposent, donc les substrats qui étaient granulométriques, ils se colmatent. Vu que l'eau va moins vite, on a une plus grande colonne d'eau, on diminue la concentration en oxygène dissous, on augmente la température, on a des soucis de déplacement, de colonisation. En fait, on pourra en parler si vous avez des questions plus précises dessus, mais on modifie totalement le fonctionnement d'un écosystème quand on le barre, en fait. Parce que naturellement, ce n'est pas des phénomènes qui se passent aussi souvent, quoi.